Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Clémence, diagonaliste et amoureuse du vélo, qui partagera son expérience. Bonjour Clémence, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Peux-tu te présenter ? Bonjour Marc, moi c'est Clémence. Aujourd'hui, je dessine ma vie sur un vélo au fil des aventures et des rencontres. Certains m'appellent multitool. Je suis à la fois mécanicienne. Là actuellement, je forme des enfants et des adultes aussi au vélo, au savoir rouler à vélo et juste à apprendre à faire du vélo. Et sinon, j'ai aussi une passion pour l'artisanat français et l'artisanat, les artisans du cycle, l'association des artisans du cycle, et le vélo longue distance, évidemment. Multitool, artisanat du cycle, mais également multisportive. Avant de faire du vélo longue distance, je suis passée par pas mal d'étapes. J'ai toujours beaucoup couru, fait des 10 km, des semi-marathons. J'ai marché 100 km avec des amis, mais c'était déjà des épreuves que je faisais en équipe, puisqu'on partageait les entraînements, et en fait c'était 100 km qu'on devait faire à pied, mais on partait ensemble et on arrivait ensemble. Et ça, c'était très fort. C'était déjà le partage et la préparation en amont qui était hyper importante. Suite à ça, je me suis blessée et j'ai fait d'autres sports un peu plus portés, et je me suis tournée plus vers le vélo, vers le triathlon, parce qu'il y avait natation, vélo, sport porté, et petit à petit, en fait, après un voyage à vélo sur le long du Danube avec un copain, on avait fait 3300 bornes, mais avant ce premier voyage, j'avais jamais roulé plus que 50 km, et là 3300 bornes en un mois, je me suis rendu compte que j'étais capable de rouler 100 bornes. J'avais fait même une fois 130 bornes par jour, et c'était assez incroyable, une découverte. Et je suis rentrée de cette expérience. J'avais envie de prolonger un petit peu ça, et j'ai fait du triathlon, et ensuite après ça j'ai voulu faire de la longue distance, et là et c'est là où j'ai rencontré le vélo de route, et où j'ai fait sans le savoir mon premier 200 et mes premières aventures un peu de longue distance. Et comment tu as eu vent d'une diagonale ? Tu as fait ta première diagonale en 2021. Comment tu es arrivé à en faire une ? Alors cette première diagonale, elle vient d'abord d'une rencontre avec le vélo, et d'une rencontre avec Elisabeth Lavaille, qui en 2015 en fait, par un concours de circonstances assez incroyable, m'a vendu mon premier vélo de route, et en me disant je te vends ce vélo et j'aimerais bien qu'on roule ensemble. Et il s'est passé quelques années avant que ça arrive, mais c'est arrivé, et on a tenu cette promesse, puisque on a fait on a roulé plusieurs on a pas mal roulé ensemble sur des distances, sur des 100 km, sur des 200 km, dans le froid, toujours avec des bons petits plats et des bonnes petites pauses à vin blanc et huîtres au PMU du coin. Ça, c'était super important. C'était vraiment super important. C'était toujours la convivialité, c'était toujours de la bonne nourriture, et juste le plaisir de rouler ensemble. Et en fait, quelques années ont encore passé. J'ai rencontré les BRM avec Stéphane Gibon et son fameux marais blanc, qui est incroyable, avec aussi la rencontre et l'organisation FFCT, avec à l'arrivée les bonnes crêpes faites maison, le partage et des événements qui sont accessibles et pas chers. Et voilà. Et tout ça, en fait, toutes ces suite à cette expérience avec les marais blancs, et la découverte et la rencontre avec Stéphane Gibon,
la rencontre de ces traversées de France. Et en 2019, la découverte de la réconciliation, qui est aussi une traversée de France qui est hyper importante. Je vous raconte tout ça, c'est pas une diagonale, mais c'est en fait tout ce qui amène à le cheminement de comment on arrive à se dire ok, je suis capable de faire une diagonale. Il y a une personne qui vient me dire, qui vient te donner sa confiance en fait en te disant ok, vas-y, viens, on va faire ensemble une diagonale et là tu te dis ok, ben vas-y, carrément, je vais y aller quoi. On va voir ce que ça va donner. Et c'est une aventure à partager et ça va être on verra, c'est l'inconnu mais ça va être chouette. Et voilà, donc j'avais jamais roulé 300 bornes par jour, je savais pas ce que c'était. J'avais pas enchaîné ces distances-là sur si peu de temps, mais j'avais roulé j'avais roulé sur des distances plusieurs jours d'affilée, 200 km. Et puis dans mon quotidien, parce que j'ai travaillé à ce moment-là assez loin, j'habitais assez loin du travail où j'étais, et notamment à un moment donné, je travaillais en fait chez Sifac à l'Affûy, et en fait je faisais 35 bornes pour aller au travail, 35 bornes pour rentrer à la maison, et en fait ça a été un peu ça mon entraînement. Et le week-end on partait aussi avec les copains pour rouler. Et là je disais en rigolant il faut absolument que je fasse une bonne moyenne parce que sinon ça va être compliqué pour ma diagonale. Et en fait voilà, c'était un petit peu une boutade mais c'était comme ça. Et en fait tout ce travail de fond a fait que je me sentais bien dans mes baskets pour pouvoir faire cette diagonale. Mais j'avais quand même aucune idée de ce qui allait se passer. Et tu m'as indiqué, quand on a préparé cet entretien, que la transmission avec les plus anciens a été quelque chose d'assez important pour toi. Toujours. Bah en fait, là, on parle des diagonales et donc on parle de cette rencontre. Du coup, c'est Elisabeth en fait qui m'a donné, qui m'a ouvert la porte de ce monde de la longue distance et de ces événements qui sont là de manière très conviviale, avec des tarifs hyper abordables, puisque une diagonale c'est 8 €, c'est une licence à la FFCT, c'est partage avec les saristes qui sont là aussi le long du parcours et qui demandent rien, juste qui ont juste envie d'être à nos côtés et qui nous soutiennent en fait dans cette expérience quoi. Et ça c'est assez incroyable en fait. Moi je connais pas d'autres événements comme ça où en fait on roule juste pour le plaisir de rouler, pour le plaisir de la connaissance de soi sur une épreuve pareille, le plaisir de découvrir son territoire, la France, enfin je sais pas, c'est incroyable, c'est se découvrir soi sur le vélo et partager, transmettre en fait. Elisabeth elle m'a transmis, aujourd'hui j'ai envie de transmettre, et je parle d'Elisabeth mais je pourrais parler aussi d'autres organisations de l'Audax Club parisien comme la Flèche Vélocio. Je suis désolée d'en parler sur ce podcast mais c'est aussi la transmission des anciens et je les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils m'ont donné quand j'ai fait ma première Flèche Vélocio avec eux en fait. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à cette transmission que aujourd'hui j'ai le parcours que j'ai fait quoi. Tu as parlé des saristes, tu as fait 2 diagonales. Tu en as rencontré, vous avez rencontré des saristes Ouais. Dans les 2 diagonales. Dans les 2 diagonales, ouais. Évidemment, c'est incroyable parce qu'en fait, le projet de la diagonale, c'est du coup de faire une feuille de route, et cette feuille de route est envoyée à l'organisation et avant de partir. Ensuite, cette feuille de route est envoyée à l'ensemble des saristes. Donc un sariste, c'est une personne qui a déjà fait une diagonale et qui veut accompagner sur un tronçon en fait les personnes qui font la diagonale
parce que les saristes habitent pas loin et que le trajet passe sur leur route, quoi. On pourrait dire pas grand-chose, parce que c'est quelques kilomètres, mais c'est des personnes qui, au moment où toi, t'es dans la difficulté parce que t'as peu dormi, parce que t'es fatigué, tu commences à en avoir plein les jambes, que t'as eu la pluie, le vent de face, que t'as pas, je sais pas moi, enfin plein de choses, et en fait ils sont là avec le sourire, avec juste voilà, ils partagent un café avec toi avant de repartir, ils te nourrissent à fond aussi, parce qu'il faut pas oublier ce carburant là. Et voilà, c'est hyper important, et c'est aussi ça la transmission, voilà, ils attendent rien de plus que de partager. J'imagine qu'en faisant Brest-Strasbourg, donc en 2 équipes de 5, tu as rencontré peut-être Jocelyne à Strasbourg? Ah, évidemment, enfin l'unique, effectivement. Et elle était là, du coup, à notre arrivée, elle était là avec Anaïs aussi, et c'était trop chouette de la voir avec ses petites sandales incontournables, Mhm. et son sourire, et son pédalage, voilà, Donc ça, c'était trop c'était ta bien. deuxième diagonale. Ça, c'était ma deuxième diagonale, ouais. Et la première, quelques impressions, qu'est-ce que tu en as retenu de cette première diagonale? Alors, ma première diagonale, ça a été alors un démarrage complètement terrible, puisque au bout de 50 km, je me rends compte que mon câble de dérailleur a été sectionné à l'intérieur de ma manette, et que je vois de plus en plus Elisabeth qui s'éloigne de moi, et moi je suis là, je dis comment je vais faire, et je me sens pas capable de lui dire que mon matériel est défaillant. C'est un vélo que je connais par cœur, avec qui j'ai déjà fait des tas de kilomètres, des milliers de kilomètres, et un vélo dont je prends soin. Mais là, voilà, il pleut, on est dans les petites bosses à la sortie de Strasbourg, pardon, de Brest. Il pleut, je peux plus passer mes vitesses, et puis je suis déterminée, quoi. Je vais quand même arriver jusqu'au bout, parce qu'à Perpignan, on nous attend, quoi, en fait. Tu m'as dit que pour toi, l'abandon n'est pas une option. Ah C'est ouais. quoi? C'est le mental qui prime sur le physique? Là, ouais, et puis en fait, cette aventure, je l'attends depuis longtemps, et on m'a donné la chance de pouvoir vivre cette expérience. On m'a fait comprendre que j'étais capable. C'est pas le matériel qui va faire en sorte que je vais rater, quoi. J'ai pas envie de prendre le train. C'est pas possible. J'ai pas envie de prendre le train parce que ça veut dire trouver une solution, de mettre un train. J'ai pas envie de démonter mon vélo. Et non, j'ai envie de voir mes copains à l'arrivée à Perpignan, quoi. Et donc je finis par expliquer à Elisabeth la situation, parce qu'elle me dit de plus en plus, ça va, mais t'es sûre que ça va? Et moi je fais oui, oui. Et mais non, en fait, ça va pas du tout. Et en plus, c'est la pénurie de pièces, parce qu'on sort tout juste du Covid, c'est un peu la catastrophe. Et au final, on arrive le soir à notre point de chute, avec 4 heures de retard ou 3 heures de retard, je sais plus. On mange à peine, enfin, on va se coucher et on repart le matin, je sais plus, à 4 heures ou 5 heures. Et voilà. Donc on a déjà emmagasiné, on a rattrapé notre retard, enfin on n'a pas de retard sur la deuxième journée, mais on a déjà emmagasiné de la fatigue, Mhm. et voilà. Et vous êtes arrivé en temps et en heure à Perpignan. On est arrivé en temps et en heure à Perpignan, parce que l'échec n'était pas une option, parce que je rêvais de cette expérience, et voilà. Mais elle a été très dure. J'ai eu la chance d'être accompagnée, et ça c'est hyper important. Et après, les paysages, les expériences, la rencontre des saristes, les villages qu'on traverse, et puis On a le temps de regarder les paysages quand on fait une diagonale? C'est pas trop la course, autant? les paysages, ils nous traversent, en fait. Ils nous traversent, on les traverse, mais on les voit de toute façon, et en fait, on les sent dans les jambes, quoi. Quand vous arrivez à Perpignan, c'est quoi? C'est de la fierté, c'est du soulagement, c'est de l'estime de soi, c'est de l'accomplissement?
Ah bah c'est... Il est où le lit? C'est le capital repos qui a été largement... Franchement, cette diagonale, elle a été dure au début. Et à la fin, en fait, je me dis, mais pourquoi on s'inflige ça, quoi? C'est dingue. Et je me suis dit, mais franchement, est-ce que je referai une diagonale un jour? Ça, franchement, je suis pas sûre, hein. Mais j'étais contente. J'étais contente d'avoir fait ça. J'étais contente parce que j'ai appris énormément sur moi. J'ai appris énormément sur la façon d'être sur un vélo, sur l'alimentation, sur l'effort. Et je remercie Elisabeth d'avoir eu la patience de rouler moins vite que son rythme, parce que c'est pas évident, et de m'avoir accompagnée là-dedans. Tu as parlé d'alimentation, justement, Ouais. d'hydratation. Comment tu Ouais. gères ça sur la longue distance, toi? Ah bah, il faut manger tout le temps. Pas Mhm. beaucoup, forcément, mais tout le temps. Si vous rencontrez un marché, je vous conseille le poulet rôti. Euh, et sinon, franchement, après, ça, c'est à chacun. Chacun apprend à se connaître. Moi, j'aime aussi beaucoup m'arrêter et cueillir des fruits sur les bords des routes. Non, voilà, c'est vraiment chacun fait en fonction de son, de son corps et de ce que son corps a besoin et supporte, quoi. Si j'ai bien compris, tu disais que l'entraînement, c'était pour aller travailler, 35 km, tu n'avais pas de plan d'entraînement précis, Mm. et pourtant tu as réussi à faire cette longue distance-là, donc c'est faisable dès lors qu'on a la volonté de le faire et un peu d'entraînement. Ouais, il faut vraiment avoir l'envie. Il faut vraiment, vraiment avoir l'envie. Et ensuite, il faut commencer tranquille, en fait. Mais ça, c'est comme une personne qui, re- qui regarde quelqu'un sur un vélo et qui dit ah non, mais toi, tu fais 50 kilomètres, tu fais 90 kilomètres, non, mais tu fais 100 kilomètres par week-end. Non, mais c'est pas possible. Il y a rien d'impossible si on a l'envie, la curiosité et si on est bien accompagné. Et il y a beaucoup de volonté après aussi, c'est clair. Alors il faut avoir l'envie, il faut aussi avoir un beau vélo, je pense. Tu parlais de Sifac, sur quel vélo tu roules? Alors aujourd'hui, j'ai la grande chance de rouler sur un vélo que j'ai fabriqué chez Quentin Polizzi, chez Atelier des vélos, avec qui on avait passé une super semaine de formation et donc là au travail de l'acier et c'était super chouette. Ensuite, j'ai eu la chance de peindre et de monter mon vélo chez Sifac pendant que je travaillais avec eux. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai vraiment la chance de rouler sur un chouette vélo que j'ai appris à apprivoiser et qui me plaît beaucoup. Après, sur le sujet du vélo, on n'est pas obligé d'avoir un vélo dernier cri, carbone ou... Un vélo c'est un compagnon de route, il faut juste se sentir bien dessus. Quand on est parti sur le Danube à vélo, c'était pas une diagonale, c'était pas de la longue distance de la même façon. Mais c'était des vélos acier tout à fait classiques, avec des sacoches récupérées dans des brocantes, où on mettait 15 minutes pour les mettre, pour les poser, 15 minutes pour les enlever. C'était de la débrouille, et en même temps, ça a rien changé à la beauté de notre voyage, et à l'effort, en fait. Il faut vraiment pas forcément avoir un vélo très cher pour pouvoir rouler. Après, si vous avez envie de rouler sur un beau vélo, bah regardez ce qui se fait du côté des artisans du cycle, regardez l'association des artisans du cycle, et franchement faites-vous plaisir. Juste déjà les rencontrer, tous autant qu'ils sont, ils ont un savoir-faire, vous serez pas déçus de ce qu'ils font. Alors, donc le vélo ne fait pas le cycliste, hein. Je pense que Non. quand on roule sur le vélo qu'on a fabriqué soi-même, tel que tu le fais toi, Oui. on a un rapport plus intime à son vélo, on le connaît et on est lié à son vélo. Non, c'est différent. Bon, alors moi de toute façon je suis liée à peu près à tous mes vélos donc mais c'est vrai que c'est hyper sympa, c'est hyper appréciable. Il y a des petites touches sur mon vélo et après un vélo d'artisan, il a des tas d'histoires à raconter avant même d'être sorti de l'atelier. Je suis désolée Aymeric de répéter ce que tu dis toujours. En fait un vélo
c'est vraiment, vraiment un compagnon de route. Il faut prendre soin de lui pour qu'il nous amène le plus loin possible, en fait. Tu as mis combien de temps, toi, pour faire ton vélo, entre les mesures, la fabrication, etc. Alors avec Quentin, on a mis une semaine à fabriquer le cadre et la fourche. Ensuite, préalablement, moi j'avais fait déjà une étude posturale et du coup j'ai réutilisé cette étude posturale pour pouvoir faire le vélo. Quand j'ai fabriqué ce vélo-là, je voulais vraiment découvrir le travail de l'acier c'était vraiment ça. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer les artisans du cycle sur le concours de machines 2019 pardon, au moment du Paris-Brest-Paris 2019 à Rambouillet. Donc grosso modo, j'ai mis avec Quentin une semaine à le fabriquer. Ensuite, j'ai mis un peu plus de temps parce que je travaillais et en fait, j'ai fait la peinture du vélo avec les peintres de chez Sifac. Grosso modo, j'ai mis plus de temps à le fabriquer, mais Ça voilà. fait quoi? Ça fait un trimestre pour avoir un vélo? Le tien? Bah, je peux pas compter comme ça Non, parce que moi, ok. j'avais le vélo sur lequel je roulais Mhm. avant et donc j'avais pas la nécessité d'en avoir un tout de suite en fait. Et Ok. j'ai pris le temps parce que c'était pour moi une aventure de fabriquer mon propre vélo Mhm. et que Mhm. j'étais pas pressée. Tu es assez peu sur les réseaux, assez peu sur Mm. Strava, je crois. C'est un choix? Tout à fait. C'est tout à fait un choix puisque je roule quand j'ai envie de rouler. Je prends du plaisir avec les copains ou seul. T'as pas forcément envie de démontrer aux autres tout ce que t'as fait en... Alors pas du tout. Alors pas du tout. Euh, Aujourd'hui, j'en parle un peu parce que on me demande d'en parler, mais et parce que j'ai envie de parler du plaisir du vélo, de ce qu'on fait, de la rencontre, du partage, des diagonales de l'Audax Club parisien, des artisans du cycle, de ce qu'on peut faire avec aussi la flèche Vélotio, le tandem, le partage. Tu parlais de tandem et dans tes activités, notamment de partage, tu accompagnes des non-voyants en tandem? Oui. Je suis partie la première fois avec Mathis. On a fait Roscoff-Dunkerque en 3 semaines en s'arrêtant dans des écoles aussi pour parler du handicap visuel, pour parler justement du voyage à deux. Mathis, je le connaissais pas du tout. C'est un étudiant c'est un étudiant donc non-voyant qui souhaitait faire le Danube à vélo. Bah, quand j'ai eu vent qui voulait faire ça, j'ai voulu l'encourager en lui disant mais c'est trop bien comme projet, j'espère que tu trouveras un ou une pilote pour le faire avec toi. Jamais j'avais imaginé que ça serait moi, en fait, puisque avant de piloter avec Mathis, j'avais juste dû piloter 1 heure ou 2 sur un tandem pendant les vacances, quoi. Et en fait, j'ai commencé par courir avec lui et je me suis rendu compte que c'était ok, quoi. Et je lui ai dit, mais je pourrais pas faire de l'anime avec toi. Mais par contre, si tu veux bien, on fait la vélo maritime et, euh, et on y va, quoi. Et on est parti en autonomie. On a eu une chance incroyable, on a fait des rencontres incroyables et on a jamais dormi dehors. Et je remercie tous ces gens qui nous ont accueillis sans qu'on ait rien à demander. Parce que franchement, si en plus de ce qu'on faisait, on avait dû tous les soirs sortir la tente, on l'aurait fait parce que c'était prévu. Mais franchement, ça a été incroyable de rencontres et puis ça a été quand même vraiment reposant de dormir dans un lit chaque soir. Donc là, vous êtes allé vers les autres sont venus vers vous, et ça a été un voyage un peu magique par ces rencontres. Ouais, c'est ça. Je pense que il y avait tout ce qui était le fait de voyager en tandem. Le tandem, ça a assez un capital sympathie assez important. Les gens sont curieux en fait et c'est chouette. C'est très chouette. Mais le vélo, ça intrigue aussi et un tandem encore plus Quand tu dis que le vélo, ça intrigue, tu as fait ton vélo, tu accompagnes des non-voyants en tandem notamment. Le vélo couché, tu as essayé ou pas du tout? Alors moi j'ai essayé, ouais, mais j'ai essayé parce que moi dès que je vois un nouveau vélo, je vais l'essayer. Oui, j'ai essayé le vélo couché, mais enfin juste comme ça rapidement quoi en fait. Quand on parle du tandem,
Le voyage dans un train avec un vélo normal, c'est pas forcément facile. Avec un tandem, comment ça se passe? J'imagine que c'est encore plus difficile. Alors, quand on voyage en train avec un tandem, bah grosso modo, c'est pas possible en fait. Comment dire? En 2023, j'ai fait pas mal de vélo avec Laetitia, qui est une amie non-voyante aussi. Et en fait, on s'est retrouvés sur le quai d'une gare avec un refus d'accès au train parce qu'on avait un tandem. Quelle que soit du coup la situation et le fait que elle soit non-voyante. Et ça a été assez violent pour l'une comme pour l'autre, qui ait aucune considération du fait que si on veut vivre normalement, elle a pas le choix en fait que de faire du tandem. Et si ça aurait voulu dire de prendre un véhicule, enfin à chaque fois en fait on doit prendre un véhicule en fait pour descendre avec un tandem pour faire quoi que ce soit et c'est très compliqué. Donc il y a eu cette fois-là où on a été refusé d'accès au train et heureusement encore une fois qu'on avait des copains avec nous et l'Audax Club parisien qui nous a pas laissé tomber. Mais ça a été une logistique dingue puisqu'il a fallu ensuite aller chercher le tandem à 30 km de Paris pour le rapatrier, enfin bref. Au lieu de rentrer tranquillement à midi, l'après-midi, on est rentré à 1h du mat, le lendemain on travaillait, enfin bref. Un plan très sympa. Et un mois plus tard, on avait avec Laetitia un autre événement sur l'étape du cœur avec une association pour les enfants malades du cœur, mécénat chirurgie cardiaque. Et là, en fait, pour descendre à Bordeaux, il fallait absolument qu'on descende le tandem. Et on nous a prêté une housse avec du coup une structure pour poser le tandem dessus. Donc faut imaginer que là on est toutes les deux. Laetitia elle m'aide comme elle peut pour qu'on démonte le tandem rapidement, qu'on le mette dans le train, mais trimballer une housse c'est un veau en fait, un tandem démonté dans une housse avec structure comme ça. Et en fait ça prend beaucoup plus de place qu'un vélo un tandem auquel on enlève les deux roues et qui passe sur un crochet de train de manière classique en fait. Alors que là, donc avec ce veau là dans le TGV pour descendre à Bordeaux, et ben on bloquait les accès en fait. Donc il y a des réflexions à avoir, des sujets à évoquer avec la SNCF pour proposer des solutions pour déjà des tandems pour les personnes non-voyantes, sachant qu'il y a une ligne qui autorise l'accès au tandem dans les trains si le tandem est pour une personne non-voyante, qui est la ligne nomade qui va vers la Normandie. Donc le sujet du train... c'est complexe, je pense que c'est déjà complexe. Avec un vélo non tandem c'est difficile, avec un tandem ça l'est beaucoup plus, et bien souvent c'est le point noir des diagonalistes. Si je reviens aux diagonales, et que je suis néo-diagonaliste, j'hésite à me lancer, quels conseils tu pourrais me donner? Si rencontrer des diagonalistes, rencontrer des saristes, contacter l'amicale des diagonalistes de France qui sont hyper accueillants. J'ai eu la chance de rencontrer, j'ai eu la chance de faire une première rencontre à Saint-Avertin, à côté de Tours. Et là, ça avait été aussi un super moment. Donc rencontrer, discuter et se faire soit accompagner si on n'a pas envie de la faire seule, soit prendre un maximum de conseils ou d'écoute d'expérience en fait. Je sais pas si le mot conseil c'est peut-être pas chacun roule comme il veut sur un vélo, chacun a besoin, c'est à chacun de faire ses choix, mais en prenant les expériences des autres ça aide forcément à pas faire des bêtises simples. Tu conseillerais de se lancer seul ou à plusieurs sur sa première diagonale? Alors moi aujourd'hui j'ai jamais fait de diagonale seule. On en parlait avant de commencer cet échange.
pour moi, j'ai besoin de faire ça avec une personne aujourd'hui. Enfin, j'ai eu besoin de le partager et je me serais jamais dit de le faire seule. J'aurais jamais eu l'idée, en fait. Le faire seul, toi, tu disais que tes diagonales, ça t'arrive de le faire avec un ami et de vous retrouver à l'arrivée, en fait. Et donc ça, c'est un objectif. Et c'est vrai que si on parle avec certains diagonalistes, ils ont besoin de le faire seul. C'est peut-être moins compliqué de manière logistique parce que on est seul avec soi-même et en fait on rencontre les gens, il y a les saristes, etc. J'ai pas de conseils à donner, c'est chacun comme il se sent sur le vélo. La seule chose que je dirais peut-être, c'est que rouler en groupe ou rouler à deux ou en groupe, il faut aussi beaucoup se connaître soi, connaître ses réactions, connaître ses limites sur un vélo, connaître ses besoins. Ça permet de pas être un poids pour le groupe. Et en fait, après, quand on va dans la même direction et qu'on a le même objectif, c'est comme quand on a fait la diagonale à 2x5. Il y a des personnes qui roulent plus vite, il y a des personnes qui roulent plus lentement. Sur la diagonale à 10, moi j'étais plutôt à l'arrière. Et les uns et les autres, on se relayait pour pas avoir de sentiment d'être derrière. On était toujours... on était un groupe, on voulait arriver et on a partagé et c'est juste que c'est hyper rythmé, c'est hyper taillé, enfin, et voilà, quand on s'arrête, on s'arrête tous ensemble et on regarde d'abord ce que nous on a besoin, si on doit s'il faut qu'on mange, s'il faut qu'on répare quelque chose, s'il faut qu'on aille aux toilettes, qu'on fasse tamponner notre carte et ensuite on repart tous ensemble. Il faut que ça soit très 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 rythmé et on parle de la diagonale en 2x5 parce qu'on ne peut pas faire des groupes supérieurs à 6, c'est pour ça, donc vous étiez 2x5, ce qui faisait 10. Quels sont tes projets, que ce soit cette année ou à plus long terme ? Alors, les projets là, alors normalement à cette date, elle sera passée, mais c'est du coup 5 tandems, 10 femmes, 500 km, la Flèche Véloccio. Et plus tard, mettre le maximum de gens sur les vélos. C'est continuer de dessiner ma vie à vélo. Et de transmettre cet état d'esprit, cette façon de vivre en fait. De faire comprendre que il n'y a pas besoin d'avoir du matériel incroyable. De faire des milliers de kilomètres. C'est à chacun son Everest quoi. Commencer... Faites 10 km, 50 km, et en fait, vous verrez que très vite, le vélo vous rattrape et il est dans vos jambes, il est dans votre tête. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent, d'être toujours... de se mettre en avant sur les réseaux. Le vélo peut être simple d'accès, en fait. Le vélo, c'est ça. Le vélo, c'est un jeu d'enfant qui dure longtemps. Merci beaucoup Clémence pour avoir partagé ton expérience, ton amour du vélo et ton sens du partage en tout cas qui est fondamental chez toi. Ton retour sera précieux pour d'autres diagonalistes confirmés ou en devenir et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qu'est une diagonale ou autre longue distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain podcast. Et d'ici là, belle balade à vélo. Merci beaucoup Clémence, au revoir. Merci Marc, au revoir.